Suite au désastre indo-chinois et devant les troubles qui commencent à se développer en Algérie, Pierre Mendès France décide d'entamer des négociations avec les mouvements indépendantistes marocains et tunisiens. Par le discours de Carthage en 1954, le président du Conseil français accorde un statut d'autonomie à ces deux protectorats où ne résident que quelques dizaines de milliers de Français et où les intérêts économiques français sont fort limités. Devant l'aggravation de la crise algérienne, l'indépendance leur sera accordée en 1956. Cette décolonisation relativement pacifique et négociée permet à la France de conserver dans ces deux pays des intérêts économiques, culturels, le français il reste langue officielle et langue d'enseignement, mais également des intérêts militaires et politiques, notamment avec la collaboration policière et juridique qui reste étroite jusqu'à aujourd'hui. La question algérienne est bien plus complexe et bien plus meurtrière. Les colons représentent près de 10% de la population résidant en Algérie. Ces FSE, Français de souche européenne, y sont présents depuis plusieurs générations. L'essentiel de ces familles s'est effectivement établi à la fin du 19e siècle. Ils considèrent cette terre comme la leur et pour la plupart ne connaissent pas la métropole. Cette colonie de peuplement présente une société bien plus complexe que les colonies d'exploitation. Il existe des petits blancs. Et les FSE sont majoritairement des gens qui appartiennent à la classe moyenne, sont des petits commerçants, des petits artisans ou des fonctionnaires. Seule une minorité appartient à une élite administrative, militaire ou entrepreneuriale. Parfois concurrencée par la montée en puissance d'une petite bourgeoisie arabe et juive, elle est très attachée aux avantages scolaires, politiques et administratifs dont elle jouit. La déclaration de François Mitterrand affirmant avec force que l'Algérie c'est la France au lendemain de la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954, peut paraître en soi aberrante pour nous, mais elle est juste d'un point de vue juridique. L'Algérie est composée de 3 départements français. La Constitution française précise que la République est une et indivisible. Toute sécession est constitutionnellement impossible. Les populations indigènes sont des citoyens français de seconde zone. Les FSNA, Français de souche nord-africaine, n'ont pas de droit politique. Les efforts de scolarisation sont dirigés essentiellement vers les Kabyles, rejetant la très large majorité de la population arabe vers l'exclusion et la pauvreté. Les Arabes composent une masse à dominante rurale qui soit travaille sur les terres des colons, soit possède des micro-propriétés sur lesquelles les familles survivent. Cette agriculture vivrière ne dispose d'aucun investissement. L'économie des campagnes reste donc très largement démonétarisée. Une frange réduite des FSNA, à peu près 20%, a bénéficié des bienfaits de la scolarisation, des postes dans l'administration ou de pensions d'anciens militaires. Des mouvements nationalistes s'étaient constitués dès les années 20 en Algérie, notamment l'étoile nord-africaine autour de la personnalité du vieux Messali Hadj. Ces émeutes ont un double caractère. Lors des défilés commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nationalistes algériens se mêlent à la foule pour rappeler les revendications politiques. La situation dégénère, on relève une trentaine de morts de chaque côté. Par ailleurs, les manifestations violentes, que l'on peut assimiler à des jacqueries, se développent dans tout le Constantinois. La population affamée attaque des lieux où elle pense trouver de la nourriture. Une centaine d'Européens possesseurs de ces lieux sont assassinés. La répression aveugle de l'armée française est terrible. 1000 morts officiellement. Des rapports secrets de l'armée tendent à prouver que le véritable chiffre se situerait à peu près autour de 10 000. Au-delà de la répression, de nombreuses exécutions sommaires ont eu lieu dans les jours qui ont suivi. Des prisonniers raflés au hasard ont été exécutés sans sommation, ni véritable procès. Prenant conscience du soubassement économique et politique du mécontentement des FSNA, le pouvoir accorde à l'Algérie un nouveau statut en 1947. Ce statut prévoit la création d'une assemblée algérienne et le droit de vote est accordé aux 9 millions d'Algériens non européens pour y élire 60 représentants. Les autres 60 représentants sont élus par le million de FSE. Toutefois, cette légère avancée sera totalement vidée de son sens par le trucage des élections. Les représentants des organisations indépendantistes ou autonomistes ne sont pas autorisés à se présenter. Les violences éclatent brutalement le 1er novembre 1954. L'ALN, Armée de Libération Nationale, émanation militaire du FLN, Front de Libération Nationale, passe à l'action. D'inspiration marxiste, ce mouvement mène une guerre révolutionnaire contre les colons, les élites francophiles algériennes, mais aussi les autres mouvements indépendantistes algériens.
comme celui de Messali Hadj. Cette Toussaint rouge, par sa coordination, frappe les esprits. La réplique menée par François Mitterrand et Pierre Mendès France est implacable. La pacification vise tout d'abord à détruire les réseaux jugés terroristes. Le pouvoir ne leur reconnaît aucune légitimité politique. Aucun dialogue n'est possible. D'autre part, elle veut accélérer les réformes sociales et politiques, rester au point mort et développer des réseaux scolaires et de santé. Dans les deux cas, l'armée est perçue comme le moyen de mener les deux tâches. La population métropolitaine soutient cette politique, à contrario des pieds noirs qui y voient une prime à la peur et une prime au crime. Les massacres de Philippeville marquent un tournant dans la guerre sans nom. Nous y reviendrons en cours, nous verrons le déroulé de ce qui s'est passé et comment elles marquèrent un tournant décisif dans l'engagement de la France. Effectivement, en 1956, la France envoie en Algérie le contingent, c'est-à-dire des jeunes gens qui font leur service militaire. Elle est censée marquer l'indéfectible attachement de la France à l'Algérie et à la volonté de lutter contre les bandes de hors-la-loi. À l'époque, le pouvoir et les médias ne parlent pas de guerre, mais de désordre interne et de rétablissement de l'ordre public. Cependant, l'envoi de jeunes conscrits effectuant leur service militaire marque un tournant net dans l'opinion publique sensible à la mort de ces jeunes gens. Les politiques métropolitains, mesurant l'impossibilité de la mesure et les dommages diplomatiques collatéraux, ainsi que l'impact financier considérable sur une France déjà largement affaiblie, vont commencer à virer casaque. Alors que le corps politique se divise, les pieds noirs, eux, se radicalisent. Les FSE, ou pieds noirs, forment un comité de salut public. Ils appellent de leur vœu le retour au pouvoir du plus illustre des Français, le général de Gaulle, afin de rétablir la situation et de maintenir l'Algérie française. L'opération Résurrection est un vrai coup d'État. Il débute le 24 mai 1958 par le parachutage du 12e BPC sur Calvi, qui s'empare du contrôle civil et militaire de la Corse. La seconde partie de l'opération doit se dérouler sur Paris. Le général de Gaulle avait donné son accord à l'opération planifiée par l'état-major d'Alger, au cas où le président Coty ne ferait pas appel à lui comme président du Conseil. Reçu à l'Élysée, l'opération est annulée. De Gaulle devient le dernier président du Conseil de la 4ème République. Le 3 juin, l'Assemblée lui vote les pleins pouvoirs afin de changer la Constitution. Revenu dans l'ombre de l'armée et des partisans de l'Algérie pro-française, le général de Gaulle va pourtant entretenir une position très ambiguë dès son arrivée au pouvoir. Lorsqu'il se rend à Alger le 4 juin, il proclame son tonitruant « Je vous ai compris », qui rassure et galvanise la foule des colons rassemblés devant le gouvernement général. Cependant, ce discours ne se finit pas par « Vive l'Algérie française » et comporte un certain nombre de contradictions et d'avancées, voire de main tendue vers le FLN. De Gaulle préconise l'ouverture des négociations et propose l'autodétermination dès 1959. Les colons, se sentant trahis, soutiennent les généraux Charles, Salan, Jouot et Zeller, qui tentent un putsch en avril 1961. Avec un art politique consommé, De Gaulle désolidarise les conscrits des généraux putschistes et rétablit l'ordre. Il prend les pleins pouvoirs pour 6 mois, scellant ainsi sa mainmise sur les négociations entamées avec le FLN. Négociation ne veut pas dire fin de la guerre, le conflit s'amplifie, De Gaulle veut négocier en position de force. Le coup d'État ayant échoué, une partie des pieds noirs fonde une organisation terroriste, l'OAS, qui perpétue des attentats en Algérie mais également en métropole. Notamment en août 62, il tente d'assassiner le général de Gaulle au Petit Clamart, tentative qui échoue de peu et qui aura un impact institutionnel considérable à travers la réforme constitutionnelle de 1962, mais vous reverrez ça l'an prochain. En mars 1962, la signature des accords d'Évian prévoit la mise en place d'un référendum qui conduira à l'indépendance, tout en garantissant à la France l'exploitation du pétrole, le maintien de bases militaires pour 5 ans et la sécurisation des biens et des personnes. Mais trop de sang a coulé. Sur le million de FSE, 800 000 sont poussés à l'exil. C'est la fameuse valise ou le cercueil. Même si la situation est plus complexe que cela, 200 000 colons français resteront en Algérie sans problème majeur. Il s'agit de gens qui s'étaient largement engagés dans un processus de dialogue avec la communauté arabe, voire qui étaient sympathisantes d'une forme d'indépendance. Cependant, la valise ou le cercueil est la règle pour la majorité de ces pieds noirs qui arrivent en France dans des conditions tragiques, ayant tout perdu.
Ils composeront une minorité solidaire qui, grâce à leur souci de revanche, s'intégrera rapidement à la communauté nationale tout en préservant son identité propre. Autre communauté qui aura à souffrir de cet état de fait, ce sont les Harkis. Donc les Harkis sont des combattants algériens qui avaient choisi, pour des raisons diverses, idéologiques ou pécuniaires, qui avaient choisi le parti de la France et qui durent évacuer l'Algérie dans des conditions bien plus précaires encore que les Pieds Noirs. De nombreux Harkis furent massacrés en Algérie, n'eurent pas le temps de prendre le bateau. Pour ceux qui arrivèrent en France, la situation fut très difficile, considérés comme des traîtres par les Algériens, y compris les immigrés économiques présents en France, considérés comme des agents du FLN par les autorités françaises et la population métropolitaine. Ils vivront exclus et encore aujourd'hui composent une minorité extrêmement pauvre. Leurs enfants aujourd'hui combattent pour faire reconnaître leur statut d'anciens combattants et le choix qu'ils avaient fait, celui de la France.